Bonjour Marie. Salut Rémi! J'ai quelque chose de particulier à te parler cette semaine. Ah ouais? Ben oui, je lis beaucoup sur je dirais la colonisation qui s'est faite en Amérique. Puis ce qui me surprend le plus en lisant ces ouvrages-là, c'est finalement c'est que je découvre une fierté que j'ai du peuple québécois que j'avais perdue. Puis ma fierté, en tout cas, c'est bon d'en avoir un peu parce que je te dirais que dans les dernières années, avec ce qu'on a vécu, je trouvais que le peuple québécois, Il j'étais plus n'arrachait un capable peu. de m'identifier. Oui, puis j'étais plus capable de m'identifier. Je me disais, crime, j'appartiens pas à un peuple de soumis comme ça. Puis, Non, mais en fait, juste pour te résumer rapido, là, c'est pas, on n'est pas si soumis que ça. Bien au contraire. Mhm. Parce que les Français, les Européens, quand ils venaient voir le début de la colonisation, il y avait quelques habitants à Québec, il y avait, mettons, 200 à Québec, 200 à Montréal, mettons qu'on est en 1650 à peu près. Tu sais, il y avait commencé à avoir des petites terres agricoles, puis des colons qui s'installaient. Puis, quand ils venaient, ce qu'ils disaient, c'est que, wow, les Québécois, les premiers Canadiens français, métissés pour la plupart, euh, c'était des gens qui étaient sûrs d'eux, imaginatifs, puis ils respectaient aucune règle du roi. Hein? Il n'y en avait rien à foutre du roi. Puis du clergé, il n'y en avait rien à foutre non plus. Ils étaient autonomes, ils prenaient leurs décisions, ils faisaient ce qu'ils voulaient, puis ce qu'ils voulaient justement, c'était la liberté. Et puis, en lisant plus, en plongeant un peu plus, j'ai des récits absolument incroyables qui démontrent comment que ce peuple-là, dont nous, hein, les premiers Canadiens français, les qui ont découvert beaucoup d'endroits en Amérique du Nord, jusqu'aux Rocheuses, à peu près partout, en fait. La ville de Saint-Louis. Bon, on pourrait écouter Serge Bouchard, il en raconte beaucoup, là, mais je répète un peu la même chose, mais c'est ça. C'est ça, c'est que les Québécois, en fait, c'est pas des peureux puis des gens soumis, mais bien au contraire, avec du caractère, des gens forts, sûrs d'eux-mêmes, puis avec du courage, finalement, tout l'inverse de ce qu'on a pu voir dans les dernières années. Fait que juste pour pas trop rentrer dans les détails, si on veut en jaser, j'en ai plein d'histoires à te conter là-dessus. Tu me poseras la question, mais juste pour conclure mon introduction, c'est que, on dirait que j'ai tendance à vouloir penser que on a pointé le Québec, ça a été voulu, parce que justement les Canadiens français, dont les Québécois, principalement les Québécois, parce que c'était pas juste le Québec, là, on a déterminé la frontière après, mais c'était un peuple justement libre et fort et sûr de lui, puis qui se foutait bien de la royauté. Donc, je pense que, mettons, les ordres venant du WEF, on était comme un test. Ils voulaient voir, même s'il y a 200 ans qui nous séparent de tout ça, ils voulaient voir comment qu'on allait réagir plus qu'ailleurs. Mais Est-ce que ça se pourrait? ça se peut très bien, même que je pense comme toi, il y a des choses au Québec qui sont très particulières du Québec. Par exemple, la langue. Le français qu'on parle, c'est un français qui est ancien, qui est plus ancien parce que justement la volonté de préservation du peuple, on a gardé la langue avec apporte l'histoire, apporte notre histoire. Par exemple, en France, par exemple, juste un mot comme ça, ils vont dire la mère, c'est une syllabe, mais la langue originelle, le français que nous au Québec parle, c'est une double voyelle qui fait la mère. Puis dans notre langue, on a beaucoup de choses de l'ancien temps, beaucoup de des choses très similaires aussi à l'espagnol, etc. Donc quand on commence à étudier le québécois, de manière respectueuse, sans penser nécessairement qu'on est moins que, par exemple, les Français, parce qu'on parle moins bien qu'eux, ou peu importe, on se rend compte, en fait, que
notre culture a beaucoup, beaucoup d'histoires très, très proches de ce qui pourrait être peut-être les Gaulois ou les Vikings ou les Basques. Puis, de même dans notre musique, quand on regarde le monde entier, autrement que peut-être les Écossais puis les Irlandais, les seuls qui ont encore vraiment la musique traditionnelle qui vit toujours, pas des vieilles chansons qu'on répète, mais des nouvelles chansons qui sont créées avec le même style, le même but. Ben, au Québec, on a encore la musique traditionnelle qui est très vivante encore, que, selon moi, doit préserver, qui était utilisée dans l'ancien temps pour porter des messages politiques, pour tenir front, pour se rassurer, pour se créer la communauté, etc. Donc, notre culture, comme tu dis, je pense que quand on la regarde de plus près, avant que ce soit comme euthanasié quasiment avec la télévision puis les médias, on voit bien que de mémoire d'homme, on a encore la culture ancienne d'un ancien monde qui est plus là ailleurs. T'sais. En France, il n'y en a plus de ça, presque plus. Puis on regarde aussi, juste dans le parler, les sacres québécois, c'était une moquerie de l'Église. C'était une belle façon de se moquer sans insulter, sans injurier. On utilisait les meubles puis les outils de l'Église pour se moquer. Donc, on voit quand même... C'est une belle démonstration que les colons ils étaient beaucoup plus près, en fait, des mœurs des Autochtones, hein, que ce soit les Inuits, les Wendat, les Iroquois, les Hurons, qu'importe, les Cris. Ils étaient beaucoup plus près de cette culture-là que la culture des Européens, en fait. Mais en musique, ils avaient gardé la musique, comme tu disais, ils ont vraiment gardé, tu sais, comme... je trouve que le Québécois, là, notre toc, 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 ben ça sonne vraiment irlandais. Oui, exact. Je trouve que ça sonne vraiment irlandais. Quand tu vas en Irlande, là, ils jouent encore aux autres cette musique-là, là, avec le violon, et toc, 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 toc. C'est ça, c'est ça. Et vice-versa aussi, parce que si on regarde, je pense que c'est les Inuits, corrige-moi si j'ai tort, mais eux portent encore des vêtements qui sont très semblables à ce que les Basques portaient dans l'ancien temps. Donc, les Basques ont perdu leur costume, habits de tous les jours, on s'entend. Mais dans le Nord, ils portent encore les habits basques avec le petit chapeau pointu. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges. Sur la côte nord, par sur là. La côte nord, ouais, les Inuits, là. Les Inuits sont en fait, c'est le long du fleuve Saint-Laurent vers le nord, là. C'est ça. Puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ça monte au nord, là. Puis après ça, c'est les Cris plus au nord. OK. Ben c'est ça, mais les Inuits, je pense, je suis même pas mal sûre. J'avais comparé les vêtements traditionnels de un, puis c'est comme basque, mais modifié parce que c'est loin, parce qu'il n'y avait pas le même matériel, parce que bon. Mais on voit le style est là, le style basque est là. Mais pourtant, OK, mais c'est ça, moi, dans ce que je lis, c'est le costume. Il n'y a pas vraiment de costume, c'est plus... ils sont habillés de peau, en fait. Puis... mais là, peut-être, ça dépend de quelle année que t'es. Puis il faut vérifier c'est qui l'auteur aussi. Ouais, ben j'en lis plusieurs, sont différents, mais souvent, c'est ça, ça revient souvent que c'est les Jésuites qui ont écrit. Les Jésuites, les franciscains, en tout cas envoyés par l'Église. Ouais, c'est ça. C'est comme quand on fait la généalogie, on tombe toujours... Les écrits s'arrêtent, hein? Les baptistères, tout ça s'arrête dans début 1800, mais on a toute la série parce qu'il y a un groupe de moines qui ont fait ça, là, je me souviens plus de leur nom, mais c'est les Drouins. Donc, la série des Drouins, qui étaient des religieux, qui ont fait toute la généalogie des Québécois.
Mais quand on vérifie, tu sais, on peut suivre le droit puis aller chercher le document qui correspond. Tu sais, mettons, cette personne-là s'est mariée à telle église en telle année, donc on va là, on va chercher le certificat de mariage. Mais tout s'éteint début 1800, donc est-ce qu'on sait vraiment notre généalogie? Il faut voir si on fait confiance à ceux qui l'ont écrit. Bah, écoute, c'est ça, puis ça vaut pas grand-chose. Tu vois, moi, dans ma famille, mon arrière-arrière grand-père est marié avec Marie la Montagnaise. Fait que, premièrement, c'était pas son nom. Elle s'appelait pas la Montagnaise. Eux autres, les Inuits, ils appelaient les Montagnais. Fait que ça, c'est vraiment français, là. Je veux dire, Marie la Montagnaise. Elle s'appelait pas Marie, là. Fait que là, il devait pas comprendre son nom. Fait que c'est n'importe quoi, tu sais. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, ça a été noté, mais la plupart, c'était pas noté, en fait. C'était pas noté, puis il y a eu beaucoup d'adoptions. Je sais que dans ma famille, il y avait mon arrière-grand-mère, je pense, qui avait été adoptée parce que supposément, bon, c'était une Amérindienne, ils appelaient ça à l'époque la sauvagesse, qui avait été, qui devait être aidée parce que sa mère ne savait pas s'en occuper puis pour l'élever correctement. Puis, selon les normes du temps, j'imagine. C'est un peu flou, mais on ne sait pas d'où elle vient, on sait rien. C'est juste de bouche à oreille dans la famille qu'on sait ça. Mais c'est écrit nulle part, on n'a rien. Tout ce qu'on a de elle, c'est son certificat de mariage, c'est tout. Le reste, on ne sait pas où elle est née, on ne sait pas qui sont ses parents, on sait rien. C'est ça. Moi, j'en prends puis j'en laisse. Là. Comme je te dis, je lis plein de choses, mais c'est certain que l'histoire, mais c'est pas juste. Là, on parle de l'histoire ici des premiers colons, les Européens, en fait, qui sont venus ici en Amérique du Nord. Mais, tu sais, les écrits, c'est ça, hein, sont écrits, c'est écrit. C'est qui écrivait? C'est qui écrivait? C'est la bonne question à poser. C'est les poudrés. Les poudrés, c'est les envoyés du roi, des royautés. En fait, ça peut être le roi d'Angleterre, tu sais, comme il était plus dans le sud des États-Unis, eux autres, là. Les Anglais au début. Puis ici, dans le nord, c'était les Français. Mais je veux dire, c'est les poudrés qui écrivaient, tu sais. Samuel de Champlain, entre autres, tu sais. Fait que, tu sais, Samuel de Champlain, je veux dire, je peux bien croire que c'est un bon gars, là, mais je veux dire, il voulait défendre son image à lui. Il voulait démontrer qu'il était courageux, qu'il était bon, puis qu'il était super-héros, puis que, bon... donc, tout ce qui faisait pas son affaire, il devait pas l'écrire, hein. Fait qu'il parlait pas, justement, des coureurs des bois. Il en parlait pas bien parce que pour lui, les coureurs des bois, c'était pas... tu sais, c'était comme... Il pouvait pas les mettre au-dessus de lui, là, tu sais. Parce que les coureurs des bois, c'est eux autres qui allaient rencontrer les Premières Nations, qui apprenaient la langue, qui trouvaient les chemins par les rivières, puis qui, finalement, c'est eux qui s'adaptaient avec les Premières Nations. Et puis après ça, ils amenaient Samuel de Champlain. « Hey, viens voir par ici, tu sais. Avec mes chums, dans leur canot, ils vont nous amener, eux autres, puis on va aller visiter ça, tu sais, le lac Huron, justement, le lac supérieur ou whatever. Là, on va remonter le Saguenay. Ben là, fait que Samuel de Champlain, lui, il allait pas dire que c'était un coureur des bois, comme Étienne Brûlé, qui a montré le chemin. Il m'a dit que c'est lui, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pas lui. Ça, on le sait que c'est pas lui, tu sais. Puis la même chose pour les franciscains, les jésuites. Je pense que c'était surtout des jésuites. Je dis des franciscains, je pense qu'il y en avait un peu aussi, mais bon, les histoires de clergé, je connais pas beaucoup ça. Mais c'est eux qui écrivaient, puis eux autres, ben, il y avait une mission, hein. Une mission très claire. Donc, il n'était pas question qu'ils allaient parler ben des mœurs autres qui pourraient déranger. Tu sais, il fallait qu'ils restent dans ce que l'Église voulait bien propager comme information. Tu sais, il ne pouvait pas sortir trop des cadres. Tu sais, il en disait un peu, mais... Fait qu'il devait enlever bien des affaires. Donc, ce que je lis, entre autres, je suis conscient quand même qu'il y a des lacunes, puis qu'il doit y avoir bien des choses qui ont été enlevées, puis qui manquent. Puis même des mensonges aussi ajoutés. Ça, j'en doute pas.
Mais j'ai une chose qu'on fait de travers depuis le début, c'est on nous apprend toujours l'histoire de façon chronologique. Mais si on veut faire une vraie étude de l'histoire, on peut pas y aller de façon chronologique, on peut juste le faire en sens inverse, comme on appelle ça, anti-chronologique, je sais pas. Où on peut partir de maintenant, puis on recule. Parce que après ça, on peut pas partir puis se créer un point dans le temps imaginaire puis revenir, ça se peut pas. Si on fait une recherche sérieuse dans l'histoire, c'est pas possible de faire comme ça. On peut regarder, bon, ça c'est attribué à telle date, peut-être, mais la façon dont nous ont appris à l'école, par exemple, c'est de dire, bon, 1534, Jacques Cartier, 1612, je me souviens plus, Samuel de Champlain, puis on revient. Ouais, Jacques Cartier, c'est 15, ouais, effectivement, j'ai 1500. 1534, là, ouais. ça je le sais, puis c'est Samuel de Champlain que je suis plus sûre, là, 1600, je me souviens plus. 1603, son premier, là. Ouais. Mais c'est ça. Puis là, on revient vers maintenant. Mais ça, c'est pas la façon qu'on peut faire de l'histoire parce que après ça, on se fait. C'est trop facile. C'est trop facile de rajouter des affaires. Il n'y a pas de vérification possible. Mais à l'inverse, si on part dans l'autre sens, mais là, on a toujours. Quand on parle de maintenant, c'est du solide dans le sens que on le voit autour de nous, donc on sait ce qui se passe. Mais là, on peut reculer. Puis là, on est toujours appuyé sur une base qui est solide. Tandis que si on revient de l'autre côté, on n'a pas de base solide. Que quand il parle, par exemple, du temps des Romains en 54 avant Jésus, attends, c'est parce que là, il n'y a pas de base solide sur rien. D'ailleurs, les dates romaines ne fonctionnent même pas avec notre calendrier. J'avais essayé une fois de faire correspondre, de trouver... Est-ce que Jésus a existé, tu sais? Ah ben, est-ce qu'il a existé à notre an zéro? Est-ce que c'est vrai, ça? C'est peut-être même pas vrai. Puis, ben, est-ce que c'est inventé? On peut tout remettre en question. Non, mais j'ai essayé de faire correspondre une date romaine, de vérifier que c'est vraiment vrai. Une date romaine X, je me souviens plus c'était quoi, j'ai pris un événement au hasard. Mais c'est pas possible. Il n'y a aucune façon que je peux, de façon solide et logique, vérifier que cette date-là, c'est bien, mettons, moins 54. Parce que le calendrier romain avait rien à voir avec notre calendrier de maintenant. Puis toutes les correspondances, c'est basé sur des approximations du carbone, comment t'appelles ça, dating, de mettre les dates au carbone. Carbone 14. Ouais, c'est ça. Puis, donc, il n'y a pas de façon solide de le faire. Donc, en tout cas, ça pour dire que moi, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches qui est basée sur plein d'autres personnes aussi qui font la même recherche, puis de revenir vers plus le temps récent, puis de redescendre vers le temps passé. Parce que le temps passé, il y a trop d'erreurs, les cartes géographiques ne fonctionnent pas, les histoires ne fonctionnent pas, il n'y a rien qui fait du sens là-dedans. Effectivement, il n'y a pas grand-chose de cohérent. Plus tu vas loin dans l'histoire, plus c'est farfelu. Ben, plus ça a été modifié, plus tu chances de vouloir contrôler la pensée, hein, depuis plus longtemps encore. Ouais, puis ça se concrétise beaucoup dans les années 1800. C'est là qu'on voit qu'il y a du mensonge. Puis ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que ça fait pas si longtemps que ça. Moi, mon arrière-grand-père que mon père a connu très bien était né en 1875, mettons. Donc, c'est pas si loin dans le temps. Donc, peut-être 2 générations avant lui, on sait pas ce qu'il y a. c'est pas si loin dans le temps que ça. C'est dur, hein, d'aller chercher de l'info. Puis pas loin, en plus. Pas loin, surtout quand on revient comme ça, là, tu sais, méthodiquement, du présent vers le passé, on se bloque tout de suite, là. On peut pas aller vite, là. Ouais. Puis c'est pas long, puis 200 ans, quand on regarde les dernières 100 années, mes grands-parents sont nés en 1905, on couvre tout le siècle de 1900 est couvert par ma famille que j'ai connue personnellement, tu sais. Mais là, tu rajoutes un autre siècle comme ça, puis on y arrive pas du tout, là. Ça plante, là, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ça, c'est vraiment la question. Ouais, c'est ça. Il y a des choses... Moi, il y a des événements que je crois qui sont réels. Au niveau du temps, ben là, on le sait pas. Par contre, on peut dire oui, dans une période peut-être plus ou moins loin ou très loin. Tu sais, on peut y aller plus comme ça. Mm-hmm.
puis des événements que toutes les civilisations ont écrits, par exemple. Je te donne un bel exemple. Là, je cite un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Immanuel Velikovsky, que tu connais aussi, je pense. Oui, oui, oui. Puis lui, il a écrit 2 livres, entre autres, très intéressants, qui dit il y en a un, c'est les grands bouleversements terrestres, puis l'autre, c'est Monde en collision. Puis ces 2 livres-là racontent en fait qu'il y a eu sur Terre des événements absolument grandioses qui ont bouleversé la Terre. Fait qu'on peut s'y fier. Je trouve que son travail... Lui, c'est un psychiatre, là, pour ceux qui ne le savent pas en passant. C'est un psychiatre russe qui a écrit ça en 1960, autour de 1960. Puis, lui, sa façon de procéder, c'était de lire, puis de lire comme un fou, là, toutes les mythologies, puis les anciennes cultures d'à peu près toutes les civilisations qu'il y a eu sur Terre. Et puis, il a fait des parallèles, des croisements. Et puis, c'est là que j'ai plus tendance à croire lui, en fait, parce que je trouve que son travail il est impeccable. Là. Je veux dire, je trouve que ça a du sens, tu sais. Au lieu de juste une date au carbone 14 ça vaut ce que ça vaut. Ouais, ça veut rien dire, mais quand toutes les civilisations disent que il y a eu une période, qu'il y a eu, par exemple, j'en prends une précise, il y a eu 9 jours de noirceur, puis que ceux qui étaient comme en Australie, les peuplades qui étaient là, eux autres, qui ont écrit qu'ils étaient 9 jours de jour. Il n'y a pas une nuit, eux autres. Ouais. Fait que lui, il dit que dans cet événement-là, la Terre a arrêté de tourner. Puis c'était justement la planète... Vénus. Vénus qui s'est approchée de la Terre puis qui passait près de la Terre à toutes les 50 ans. Puis les anciens, en tout cas, c'est ce qu'il raconte dans son livre. Il faut le lire pour aller dans les détails. Là. Mais c'est ça, moi j'aurais tendance à croire que oui, il y a eu des événements comme ça qui se sont passés. Et puis ça a fait des grands bouleversements terrestres. Et puis là, on a de la perte de connaissances qui se passe, que beaucoup de monde sont éliminés. Et puis là, après ça, ben, l'histoire est réinventée. Puis l'humain, ben, c'est pour ça qu'on perd vite l'histoire. Puis toi, tu n'avais pas une à me raconter en 1812 ce qui s'était passé, justement? Ben oui, tu me tires comment on dit, les verres du nez. C'est pas ça l'expression. Ah oui, c'est ça. Quelle expression. Vas-y donc, Marie, avec 1812. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça aussi, c'est un autre événement, exactement comme ça n'est un grand événement terrestre. Un bouleversement terrestre. Moi, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui a fait qu'au début du 1800, on a comme perdu tous les documents? C'est pas loin dans le temps. Quand j'habitais un peu en Europe, la vie était... les choses sont plus loin dans le temps un petit peu, puis 1800, c'est pas grand-chose. Donc, avec cette nouvelle perspective-là, quand je suis revenue en Amérique, je me suis vraiment posé des questions. Pourquoi toutes les choses apparaissent en 1850 en Amérique? Puis là, j'ai commencé à regarder l'histoire, par exemple, d'Ottawa, avec les beaux buildings qu'ils ont, les choses. Il faudra en faire un épisode juste là-dessus, parce que sinon, on va se perdre. Mais juste la construction elle-même d'Ottawa, selon les faits historiques donnés par le gouvernement, par les historiens, par les universités, tout ça, mais c'est d'un non-sens absolu. Ça se peut pas, c'est pas possible, il faut faire les calculs, il faut juste prendre la logistique des choses, tout ça, c'est impossible. Donc, je me suis posé la question. Oui, je voulais pas te couper. Je pensais que j'avais le temps de juste te faire une remarque, dire... Mais en passant, toi, tu dis Ottawa, mais je pense que c'est toutes les grandes villes de l'Amérique du Nord. Là. Ah oui, oui, oui. Peut-être même tout le continent, mais excuse, je te laisse continuer. Non, exactement, tu as très raison. C'est vraiment partout que ça se reproduit, le même pattern sur toutes les villes, partout. Sauf que moi, je me suis intéressée à Ottawa parce que j'étais là pendant quelques mois, puis j'ai commencé à aller me promener, regarder les visiter, voir les monuments, voir les buildings partout, puis tout l'historique, le canal Rideau, etc., etc. Mais c'est d'un non-sens absolu, surtout qu'on considère que
Mais des choses comme un château construit en moins de 5 ans avec les histoires, les histoires, avec les hivers canadiens en même temps qu'ils faisaient le canal Rideau, puis ça n'a aucun sens, aucun sens. Donc, tout ça, ça a germé, ça a germé dans ma tête. Puis, j'ai commencé, comme de la même façon, à reculer dans le temps. Où est-ce qu'on arrête? Jusqu'où on peut aller? Puis tout s'arrête vers 1812. Puis après, il y a comme un saut dans le temps, puis là, on est en 1700. Avec les révolutions, puis les hommes qui portent des collants, puis des leggings, puis des affaires bizarres. Puis tous les costumes sont complètement différents. Donc là, il y a quelque chose qui se passe dans ce temps-là. Puis là, ben, ma recherche m'a amené vers 1812. Là, j'ai commencé à regarder. Puis j'habite dans une région où la guerre de 1812 est comme célébrée parce que, bon, supposément qu'on en faisait partie ici, etc. Donc, j'ai commencé à regarder la guerre de 1812, qu'on nous rabâche tout le temps quand on parle de cette année-là. Puis c'est quelque chose qui fait aucun sens. Mais aucun sens. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tout le monde se bat ensemble, on ne sait pas pourquoi. Puis à la fin, tout redevient pareil comme c'était avant. Ça fait aucun sens. Puis là, j'ai dit, ben, qu'est-ce qui s'est passé d'autre en 1812, tu sais? Puis là, ben, pour apprendre que là, il y avait le plus gros tremblement de terre de l'histoire de l'Amérique du Nord connu, qui s'est passé en 1812 avec la faille de... Ben, c'est pas une faille, il n'y a pas de faille à New Madrid. Le New Madrid Earthquake, qui a duré 6 mois avec... Où ça, c'est où New Madrid? C'est au Missouri. Donc, c'est... C'est une ville? C'est une ville? Oui, une petite ville, là. On dit que c'était un village à l'époque. Donc, au Missouri. Au Missouri. Puis ça, c'était l'épicentre du tremblement de terre. Puis là, il y a plein d'affaires comme tout ce qui s'est passé en 1812. C'est très étrange. Parce que là, on n'a pas de faille. Il n'y a pas de faille à Nouveau-Madrid, là. À New Madrid, il n'y en a pas de faille. Donc, on a un gros tremblement de terre énorme qui dure 6 mois avec des pics de 8,8. Des affaires de fou, là. Puis, il y a des écrits qui existent encore, des gens qui rapportaient que tous les jours, il y avait une secousse. Tous les jours. Puis, il y a des fois où il y avait des grosses secousses. 3 en particulier qui ont été notées dans les annales historiques, j'imagine. Puis on nous dit que ça secouait tellement que le Mississippi a commencé à aller du mauvais sens. Puis que les arbres puis les maisons étaient avalées par la terre. Mais il n'y avait pas de morts. C'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de population. Donc personne n'est mort de ça. Puis, il y a même des forêts entières où la terre a descendu tellement que l'arbre a dû faire une deuxième set de racines. Fait qu'on voit l'arbre lui-même avec des racines à l'extérieur, la terre, puis là, il y a un autre set de racines, tellement ça a bougé solide. Puis ces arbres-là existent toujours parce que, c'est 200 ans, c'est des vieux arbres. Puis, aussi, on a... 200 ans, pour un arbre, c'est pas si vieux que ça, en passant. C'est pas si vieux que ça, c'est ça. Donc, on a... J'en ai sur mon terrain des arbres de 200 ans, là, ici, là, tu sais. Ouais, c'est commun, quand même. Oui, c'est ça. Puis, tu sais qu'au BC, les arbres, ils ont 600, 800 ans dans les pine forests, là, Puis, il y en a qui ça va jusqu'à 1000 ans, puis il y a les arbres les plus vieux, ils ont 2, 3, 4 000 ans, là. Mais en gros, là, 200 ans, c'est pas vieux un arbre en passant. Oui, c'est ça. Donc, là, les arbres, c'est ça. Ils existent encore, puis c'est bien noté, c'est documenté qu'ils ont fait un deuxième set de racines parce que la terre a tellement bougé. On rapportait que les cloches sonnaient à Boston, puis Montréal a ressenti les secousses. Les secousses? Aussi. Oui, parce que c'était des gros... Ouais. Parce qu'on se souvient, au Chili, je pense, il y a quelques années, il y avait eu un gros tremblement de terre de, je pense que c'était 8,2, puis il disait que ça avait changé l'axe de la Terre, tu sais. Mais là, on parle de 6 mois d'affilée à 8,8. Ben, pas tous les jours 8,8, mais avec des pics de 8,8. Donc... Fait que là, ça 8,8, je pense que c'est pas mal fort, là. Ouais. Donc, là,
Puis avec le plus grand fleuve d'Amérique qui change de direction, c'est assez fort aussi. Puis là, j'ai dit, ben, qu'est-ce qui a pu causer ça? Il n'y a pas de faille, tu sais. Fait que j'ai cherché encore un peu plus pour me rendre compte que, ben, juste avant, en 1811-1812, il y avait la grosse comète Tecumseh. Ben, elle a plusieurs noms, mais en Amérique, elle a été appelée la comète Tecumseh parce que supposément que le chef indien Tecumseh l'avait vue, puis il avait dit, ah, ça c'est mauvais augure, il va y arriver quelque chose, ta. Donc, ils l'ont appelée la comète de Tecumseh, qui était une grosse comète dans le ciel la même année. Donc, ben voilà. Donc là, attends, est-ce que c'est la comète qui aurait causé ça? C'est pas. Phénomène astrologique, OK. Mais ça a duré plusieurs mois. Une comète, là, c'était longtemps dans le ciel, puis elle était grosse et lumineuse. Puis là, on se rend compte que, bon, autre domaine, j'aime bien mettre tous les domaines dans le même panier, on a eu plus tard les géologues qui parlent d'une couche de terre comment ils appellent ça? D'une couche de terre... c'est quoi son nom? C'est Legacy. Donc, une couche de terre Legacy, qu'ils appellent en anglais, qui a été ajoutée partout sur tout ce qui était avant 1812, ou avant les colons, par-dessus les colons, tout ce qui était fait. Par exemple, il y avait une route en bois qui avait été faite en 1700 quelque chose, qui traversait, c'était une autoroute de bois, là, qui a été faite, qui partait du nord au sud. Puis elle a à peu près, ils l'ont retrouvée à côté d'un fossé, puis il y avait à peu près 10 pieds de terre par-dessus. Donc, c'est ça que tu appelles Legacy, là? Legacy, ouais. Parce que les sédiments Legacy, qu'ils appellent en anglais. Puis, 10 pieds de terre, c'est beaucoup, là. Ça fait beaucoup plus que ce que la Terre... Tu parles mais j'arrive pas à comprendre ton affaire là, de géologue avec Legacy, là, mais tout ça pour dire que dans le fond, en gros, ce qu'il y a à comprendre, dis-moi si je me trompe, mais c'est que vu que la Terre a bougé beaucoup, ben il y a bien des affaires qui ont été... la Terre a bougé, fait que ça a enterré bien des affaires, c'est ça? Oui et non, parce que je parle des sédiments parce que c'est pas relié, il y a pas un historien qui en parle de ça, c'est les géologues qui en parlent. Puis, on sait très bien qu'il n'y a pas 10 pieds de terre qui tombent sur la tête des gens en 200 ans, là, c'est pas vrai, il n'y a pas 10 pieds de terre, là. Les gens balayent leur rue, il n'y a pas 10 pieds de terre partout, là. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est la connexion entre le 10 pieds de terre qui a été ajouté, qui est supposément mystérieux, qui a été ajouté, est-ce qu'il n'est pas tombé de la comète, par exemple? Le 10 pieds de terre sur les choses, sur les buildings, sur les affaires. Parce que là, si on regarde à partir de 1812, on commence à regarder l'histoire de toutes les villes américaines, incluant le Canada, Montréal, Québec, Toronto, les maritimes, tout brûle. Chaque année, les villes entières brûlent au complet. Puis là, il y en a qui disent « Ah, c'est parce que c'était le début de l'électricité. » Non, on parle de avant l'électricité. Des bulles. Des villes entières qui brûlent, puis des villes faites de pierre, de briques, de béton, d'asphalte, de ce que tu voudras, qui brûlent. Qui brûlent. Pas juste en bois. Ben non, c'est ça. Puis là, on regarde les photos à mesure que 1816, je pense, ils ont commencé à avoir les appareils photos. Puis là, on regarde les photos des villes brûlées. Ça a l'air beaucoup plus d'une ville bombardée que d'une ville brûlée. Il y a pas de... Les fils électriques sont... Pour celles qui sont après... Mais quand tu dis bombardé, là, mais moi, je fais un lien avec ton 1812, là, les gros tremblements de terre. Ça serait pas plutôt, au lieu de bombarder, qui ont été shakés, justement, détruites par les gros tremblements de terre? Ben, le problème avec ça, c'est que les dates fonctionnent pas. Parce que les dates des grands feux, c'est plus tard. Un peu plus tard. Ça commence après 1812, une après l'autre. Mais c'est plus tard. Donc, si on regarde à partir de 1812, les grands feux, il y a Moscou en 1812, en 1813, Buffalo, New York, 1813 encore York, à Upper Canada, qui est juste à côté d'ici, 1814 Washington, 1813 Portsmouth, 1814 le feu
Non, ça c'est en Bavarie, on va l'ignorer. 1817, Saint John's au Newfoundland. Après ça, 1820, Savannah. 1821, Fayetteville. 1829, on saute, Augusta en Géorgie. 1831, Fayetteville encore. 1835, New York City encore. Charleston en 1838. 1842, il y a Amber qui est complètement brûlé. 1845, New York encore. 1845, Pittsburgh. 1845, la playa de Porto Rico. 1846, Saint John's au Newfoundland. 1847, Bucarest. 1848, Medina, Ohio. 49, Saint-Louis au Missouri. 49, Toronto, Ontario. 51, San Francisco. 52, Montréal. 54, Newcastle. 58, Auckland in New Zealand. 62, Troy. 63, San Francisco. 64, Brisbane. Après ça, 61, Charleston. 64, Atlanta. 65, Columbia. 65, Richmond. 66, Portland. 66, Québec. 69, Whitestable. 70, Medina encore. Et puis ça continue jusqu'à 71, c'est Chicago, qui est très connu. Mais Chicago Fire, il a fait tout le Michigan presque au complet. Boston 72, Chicago 74. Bon, je pourrais continuer, ça va jusque dans les années 1930 à peu près, puis après ça s'arrête. Puis là, tout ça, ces feux-là sont documentés avec photos. Puis on peut les voir, puis on peut voir que il faut vraiment les regarder, les photos de ces feux-là, et ça ressemble pas à des photos de feu, ça ressemble à des démolitions. Fait que, ouais, j'avoue, j'ai vu les photos, puis il y a quelque chose qui cloche. Là, ça cloche, là. Là, on est d'accord que il y a quelque chose qui marche pas dans l'histoire, là, qu'on nous raconte, en tout cas avec ces feux-là. Est-ce que... Mais pourtant, ils ont toutes des dates, puis ils ont toute leur histoire. C'est quoi... Puis que là, ils auraient construit ces grosses cités-là. Moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir que... Je prends un bel exemple. San Francisco, tu disais 1851, c'est ça? Ou 54, ouais. Je me souviens plus. Mais là, San Francisco, si je me trompe pas, il y avait à peu près 1000 habitants. Okay? Sauf que les photos. Puis là, ils étaient là c'était des chercheurs d'or. Ouais, 1863 San Francisco, pour être plus précis. OK, check bien ça. Je le prends comme exemple, là, puis on pourra tous les prendre après, là, mais en 1863, il y a à peu près 1000 habitants, puis la ville passe au feu au complet. C'est des gens qui sont là pour être pas coureurs des bois, excuse-moi, mais pour chercher de l'or. Ils sont attirés par l'or, ils viennent là pour ça. Puis, en plus qu'ils n'ont plus d'habitation, ils ont juste des chevaux pour se déplacer. Puis j'imagine qu'ils en ont perdu plein dans les feux. Là, ils n'ont plus de ville, ils n'ont même plus de maison pour se loger. Puis 10 ans plus tard, ils ont fait un bureau de poste, juste pour le bureau de poste, là, en pierre immense, avec des souterrains sous terre, toutes taillées, des pierres taillées là, d'une grosseur impressionnante. Là. Ça, c'est le bureau de poste, imagine-toi. Puis là, le bureau de poste, il y a 3 étages de haut, là, puis c'est toute une méchante structure absolument magnifique, sculptée, avec des ornements partout. Pour faire un bureau de poste, les gens, ils étaient là pour chercher de l'or, et puis ils devaient avoir faim. Il fallait qu'ils fassent un peu d'agriculture pour faire de la nourriture, aller à la pêche. Il fallait qu'ils fassent de quoi, du moins. Puis là, en plus, il fallait qu'ils construisent... en attendant, vu qu'ils n'ont rien à faire, on va faire un bureau de poste en pierre de 3 étages avec des souterrains, bien sûr. Hein? Puis des sculptures. Juste pour la poste, tu sais. Fait que ça, c'est l'exemple que je te donnais. C'est que je le retrouve partout en Amérique. Puis je ne comprends pas comment c'est possible qu'ils ont construit des palaces comme ça, avec des monuments absolument gigantesques. C'est comme si ils seraient apparus avec des chevaux, puis très peu de personnes, puis qu'il n'y avait même plus d'habitation parce qu'il y avait passé au feu. Pour eux-mêmes. La pierre qui a brûlé aussi. Ouais, puis les pierres qui sont détruites, ouais.
Fait que là, c'est à toi de répondre à ça, Marie, mais moi, c'est mon questionnement. Je veux pas la vérité, mais dis-moi ce que tu Moi, penses. j'ai pas la vérité, je la détiens pas. Moi, tout ce que je fais, c'est gratter puis chercher. Comme tout le monde peut faire la même chose que je fais. Donc, une chose qui est remarquable aussi, que je voulais mentionner avant de continuer, c'est, par exemple, il y a une photo aérienne du début 1800, là, je me souviens plus exactement, c'est vraiment au début de la photographie officiellement, aérienne de Boston qui existe, qui est assez complète, on voit tout, mais c'est immense la ville. Puis on a dit que, bon, il n'y avait pas de population, mais attends, c'est pas vrai, là. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui nous ont été effacées, qui nous ont été enlevées là, dans notre histoire, qu'on ne sait pas du tout. Ouais, il y a un hic, hein? Il y a quelque chose qui ne fit pas. Mais, hein. Ça fit pas. Même que je dirais que ça a peut-être été inventé de toutes pièces. C'est peut-être... Les feux ont été inventés. Ouais, mais pas juste les feux, notre histoire en général. Parce que dans les années 1800, ce qui a commencé à se passer, il s'est passé deux choses. Puis ça, c'est bien documenté aussi. Il y a eu beaucoup d'asiles psychiatriques. D'ailleurs, on avait un à Montréal qui s'appelait le Louis-Hippolyte Lafontaine, qui était un gros asile psychiatrique. D'ailleurs, quand je prends le tunnel Louis-Polyte Lafontaine, je me sens un peu passé sous l'eau. C'est ça. Mais ma grand-mère y a travaillé, puis elle était très traumatisée. Il mettait les gens en chemise de force, etc. C'était pas un beau travail plaisant. Donc, ouais, puis il devait prendre les gens qui pensaient différemment, justement, hein, tout simplement. Ils le font toujours, hein, quand on l'a bien vu dans les dissidents. On le voit bien dans la COVID, il y a plusieurs docteurs qui ont été bannis et dire t'as besoin de soins psychiatriques, même enfermés dans des hôpitaux parce qu'ils disaient pas la même chose que le gouvernement. Là. Ça, c'était vu, c'est refait toujours dans l'histoire. Donc, c'est pas impossible que ce soit la même chose parce que là, on voit des énormes châteaux, mais des châteaux là, immenses, partout aux États-Unis et au Canada, qui étaient des asiles psychiatriques, qui ont fini par démolir quand on n'en avait plus besoin. Et puis là, on se ramasse avec des trains d'orphelins. Donc, c'est pas impossible, ce serait pas complètement illogique de penser que les parents sont mis dans des asiles psychiatriques et les enfants sont envoyés un peu partout dans le pays avec aucune connaissance de leurs histoires, de rien, parce qu'il y avait les trains des orphelins pendant presque 100 ans qui se promenaient partout, qui amenaient les orphelins supposément de New York, mais là, c'est des milliers et des milliers d'enfants qui ont été déplacés dans d'autres familles, un peu partout. Donc, ça serait pas impossible d'avoir complètement fait sauter l'histoire. Puis si t'es pas d'accord, ben tu t'en vas en asile psychiatrique, puis c'est tout. Sinon, tu te tais. Puis ça, on le voit beaucoup chez les Amérindiens, spécialement dans l'Ouest canadien, où j'en connais personnellement, des plus âgés qui sont près des 100 ans, là, 90 dans ces années-là, où ils sont allés dans des écoles où ils devaient se taire. Et s'ils parlaient leur propre langue ou ils racontaient leur histoire, ben c'était le châtiment. Ils ne pouvaient pas. Donc, est-ce qu'ils ont fait ça à... on les empêche. Oui, ils voulaient détruire la culture, bien sûr. Mais la culture, mais est-ce que notre culture n'a pas été détruite aussi? Est-ce qu'on vient vraiment d'Europe? Moi, j'ai plein de questions, là. Si toute notre histoire est probablement que les cultures, ils sont volontairement détruites depuis probablement plusieurs siècles, Marie. Peut-être. Mais comment t'expliques l'architecture, la beauté, la quasi-perfection des buildings qui n'ont pas été détruits encore, qui existaient, pour moi, ça veut dire que... Et la richesse de la langue. D'ailleurs, on revient pour faire une petite boucle avec la langue québécoise qui est très riche, parce qu'on a encore beaucoup des subtilités de l'ancienne langue. Donc... tout ça, la perfection de ça, comment ça se fait que ça existe? Ça veut dire qu'il y a une civilisation qui a duré longtemps pour se rendre là, parce qu'on regarde notre civilisation qui est en train de se casser la gueule. On peut plus construire rien c'est toutes des boîtes de carton partout.
Non, tout ce qu'on fabrique aujourd'hui est jetable et sans intérêt et dénudé d'amour et de... En tout cas, en fait, c'est là que tu vois qu'on est dans notre civilisation est en effondrement complet. Ben voilà, donc ça veut dire que l'autre civilisation qui était capable de construire des monuments, des sculptures, des buildings, des bâtiments qui pourraient vivre des milliers d'années, ils ont vécu assez longtemps pour se rendre là. Donc ça peut pas que leur culture ait été effacée comme ça se peut pas. Pour moi, ça marche pas. Mais pourtant, elle a été effacée parce qu'on la connaît pas. Là, elle a été effacée. Mais avant qu'elle soit effacée, il a fallu qu'elle dure longtemps pour être capable de se rendre là. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis qui vivait sûrement en harmonie, dans la joie. Parce que j'écoutais un tailleur de pierre français, quand il parle, par exemple, de construction des pyramides ou des bâtiments qui ont été faits, on les appelle dans la période mégalithique, là, où ils taillaient des immenses pierres, là, plus grosses encore que l'architecture américaine et canadienne. Ben, lui, les tailleurs de pierre, j'ai son commentaire que j'ai beaucoup aimé, il a dit « Une chose est sûre, c'est que c'est pas des esclaves qui ont fait ça. Ça, pour faire un beau travail comme ça, il faut être heureux, il faut chanter au travail, puis tout le monde est content, puis tout le monde est bien. Exact. Puis tout le monde est... Puis les gens sont là, puis ils ont tout leur temps, puis ils chantent. Ils sont vraiment heureux de faire ça. Faut mettre de l'amour dans le travail. Oui, puis il dit c'est la seule façon de réaliser un travail comme ça. Puis j'ai aimé son commentaire, puis je trouve qu'il fait du sens. Puis moi, je te dirais que les constructions, quand on regarde justement genre, prends le fameux bureau de poste de San Francisco, mais tu peux aller n'importe où aux États-Unis puis regarder les bureaux de poste, Montréal. tu vas être impressionné de tout. Ou à Montréal. Puis là, tu dis, mais comment que ces gens-là, en 1850, ont pu construire ça avec juste des chevaux pour traîner des pierres qui ont taillé à la main? Puis c'était des esclaves. Puis là, tu dis, mais là, c'est des immenses pierres. C'est pas aussi gros que les pyramides et tout ça, mais on s'entend, là, c'est pas la période mégalithique, mais quand même, c'est quand même des immenses pierres, je trouve, par rapport à aujourd'hui, qui sont... puis les structures de ces monuments-là, c'est phénoménal, là. Puis avec des sculptures partout. Ouais, avec... Des ornements partout. Oui, exact. Autour des portes, partout. Ils prenaient le temps de faire... Donc, ils ont fait... Donc, on parle plus de la même civilisation. C'est pas notre civilisation, non, là. C'est une autre civilisation. Qui a été effacée. Que l'histoire a... Ben là, c'est ça on le sait pas, mais moi, c'est ce que je prétends avec toi, là. J'ai tendance à croire que crime, il y a une civilisation qui a été effacée. Ben, on nous l'a enlevé de l'histoire. Moi, je voudrais faire un petit clin d'œil. J'ai découvert ce channel-là sur YouTube. Mon nom, c'est My Lunch Break, comme ma pause déjeuner, ma pause dîner, qui est sur YouTube. Je l'ai découvert il y a 2-3 jours. Puis, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans les mêmes lignes, mais il prend chacun des buildings, puis il les étudie. Il appelle même la personne à qui ça appartient pour avoir les photos de construction. Il va vraiment, mais building par building. Puis il démolit l'histoire officielle, mais un building à la fois. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ah, ok. C'est quoi son nom? Donc son channel, c'est My Lunch Break, comme ma pause dîner, là, ou quelque chose comme ça, ma pause déjeuner. Ok, My Lunch Break. Puis moi, j'en ai un que j'écoutais, juste pour le dire. On pourrait terminer là-dessus. C'est John Levy. Ouais. J-O-N-L-E-V-I. Puis lui aussi, ou peut-être Y. Non, je peux L-E-V-I. Puis tu l'as sur YouTube, puis lui, justement, il s'intéresse à l'architecture américaine. Et puis, il se pose aussi, il met des points d'interrogation, là, tu sais. Ouais, mais je pense que ces deux-là pourraient pas exister sans Sylvie Ivanova, qui est de Bulgarie, puis elle a fait un travail splendide en 2013-14 par là, sur elle appelait ça les survivants de l'Atlantide. Mais bon, dans les mêmes lignes de... Elle a ouvert la voie à tout le monde, donc un petit clin d'œil à elle aussi, tant qu'à faire. Ah, ok, c'est bon. Mais Marie, moi je trouve ça intéressant comme sujet. J'aimerais ça qu'on puisse y revenir, puis encore même plus en profondeur, aller voir un peu...
puis dans un autre épisode, et puis pouvoir plonger encore plus en profondeur dans cette fameuse civilisation qu'on nous cache. Qu'on nous cache. Puis je voudrais encourager les gens à regarder avec des yeux frais. Oubliez ce qu'on a appris à l'école. On recommence avec une page blanche, du présent vers le passé, puis on décortique. Puis c'est très plaisant à faire, en fait. Puis on se rend compte que là, il y a plein de choses à découvrir. Donc, si tout le monde s'y met un petit peu, comme l'autre disait, à la gang, on sait tout. Ouais, c'est ça, exactement. À chacun de faire son effort, son travail. C'est ça. Pour aller plus loin. C'est ça, exactement. Fait que... on se dit à la prochaine, Marie. Ben à la prochaine, Rémi. Puis merci, c'était intéressant comme d'habitude. Puis à la prochaine épisode, on continue à fouiller encore en profondeur. Ça marche. À la prochaine. OK, bye bye.